parlé tout à l'heure, et l'empêcher d'être candidat, relève-t-il de la démocratie? Non, mais c'est un déni de démocratie. Vous voyez, la démocratie, ce n'est pas dans les textes. Hein. La démocratie, c'est dans les actes, les pratiques. Et la démocratie, surtout, elle s'exprime à travers une expression populaire de la population. Lorsque vous constatez, en tout cas, tous les sondages d'opinion, et même les sondages et les intentions de vote placent M. Ousmane Sonko élu dès le premier tour. Lorsqu'à quelques mois des élections présidentielles, vous collectionnez une série de poursuites judiciaires contre le principal opposant pour l'empêcher de ne pas être candidat, c'est ce qu'on appelle un déni de démocratie. Et ça, il n'y a que le peuple sénégalais qui peut y répondre. D'accord. Donc c'est... Ok. À vue des multiples récriminations dressées contre votre client Ousmane Sonko, la CPI a-t-elle dans son registre l'affaire Sonko-Macky Sall? Bon, en tout cas, il y a mon confrère Branco qui, à juste titre, a fait un travail remarquable. Il a fait une communication tout à son honneur à la CPI. Et c'est ce qu'on appelle un signalement. Il revient maintenant à la CPI d'examiner toutes les pièces et tous les faits évoqués par mon confrère avec des pièces à l'appui pour examiner, voir si ces faits relèvent de la compétence de la CPI. Et puis bon, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Il y a des étapes préalables qui sont prévues et il revient à la CPI d'observer, d'examiner tous les éléments qui lui ont été soumis et puis voir la suite à donner. Mais ce qui est sûr, c'est que dès lors qu'il y a des crimes internationaux, dès lors qu'il y a des tortures, dès lors qu'il y a des persécutions, ça relève effectivement de la compétence universelle de certaines juridictions, de certains pays, et puis ça relève aussi de la compétence de la CPI lorsque surtout il y a des assassinats de masse. Ça relève de la compétence de la CPI. Là, on ne parle pas, puisqu'il y a certains qui sont en train de dire « ouais, ça ne peut pas relever de la CPI puisqu'il n'y a pas de génocide ». Puisque pour eux, il n'y a que la génocide qui relève la compétence de la CPI. Ils se trompent complètement. Ah ouais? La notion de crime contre l'humanité, c'est une notion qui a été revue de façon extensive. Vous voyez, lorsque vous portez atteinte à la démocratie, ça peut relever aussi de la CPI. Lorsque vous ciblez des personnes, lorsque vous ciblez des citoyens en fonction de leur appartenance politique ou bien de leur appartenance religieuse, sociale, ça relève effectivement de la compétence de la CPI. Bon, il n'y a pas que la CPI au fait, puisqu'il y a des pays également qui ont eu une compétence universelle pour examiner des faits qui sont constitutifs de torture et de persécution. Et c'est pour cette raison que les juridictions françaises ont été saisies également. Et c'est pour cette raison que des juridictions de certains pays seront très prochainement saisies également des plaintes et des signalements contre les autorités sénégalaises. D'accord. Alors, vous connaissez, vous êtes au courant sur l'affaire de l'exil de Maître Ngagne Demba Touré? Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cet acte qu'il a fait de s'exiler du Sénégal? Bon, écoutez, lorsque vous êtes menacé, lorsque vous êtes persécuté, c'est légitime, en tout cas c'est prévu par les textes. C'est prévu, c'est tout à fait normal que la personne se protège pour se mettre à l'abri des persécutions. Bon, certains vont dire que ce n'est pas preuve de courage. Ouais, mais c'est une preuve de courage? Écoutez, vous pensez que se faire tuer comme un petit lapin, c'est bien. Le combat, pour le mener, il faut être vivant. Il faut être en bonne santé pour mener le combat. Bon, lorsque vous êtes sous la tombe, c'est pas dans la tombe que vous pourrez mener votre combat. Donc il a raison. D'accord. Il a raison. Vous êtes parfaitement d'accord? Écoutez, moi-même je suis en exil. Ah oui? Bien sûr. Oui, bon, donc lorsque vous êtes en exil, vous ne le faites pas par plaisir. Hein. Vous le faites tout simplement parce que vous estimez que votre vie est en danger. Et puis vous estimez aussi que peut-être de l'endroit où vous êtes, vous ne pourrez pas mener votre combat. Et qu'il faut prendre un peu de recul, voir comment formuler ce combat. Et tout. Bon, donc moi je trouve que ceux qui l'accusent de quoi que ce soit sont des gens qui ne savent pas ce que c'est mener un combat
politique pour les droits humains, pour la démocratie. Et souvent, on est très efficace lorsqu'on mène ce combat à distance. Et il a raison. D'accord. Ouais. D'accord. On a entendu tout récemment l'honorable député Guy Marius Sagna qui a lancé un mouvement Sonko 2024 pour faire participer Ousmane Sonko à l'élection 2024. Est-il possible? Bah écoutez, le combat pour Ousmane Sonko 2024, c'est possible. Pourquoi ça ne serait pas possible? Vous pensez que c'est possible? Bah écoutez, Ousmane Sonko pourra se présenter à l'élection 2024? Moi en tout cas, j'ai jamais douté. Hein. D'accord. J'ai jamais douté parce que je sais que c'est un combat non pas juridique, mais c'est un combat politique. J'ai jamais douté. Vous savez, moi j'ai toujours été partisan que vous ne gagnerez jamais un combat politique contre un régime répressif au palais de justice. C'est dans l'arène politique, sur l'espace politique, que vous gagnerez un combat contre un régime répressif et non pas au palais de justice. Donc ce combat est à la portée du peuple sénégalais avec le soutien des peuples d'Afrique. Donc il est à notre portée. Maintenant, je ne parle pas qu'il est à votre portée, vous, nos frères et sœurs du Sénégal, mais il est à notre portée puisque c'est un combat pour l'Afrique, mené par les Africains, qui soutient le peuple sénégalais. Et c'est pour cette raison qu'il y a autant de comités de soutien en Afrique pour Ousmane Sonko. Il y a autant de partis politiques qui ont changé, qui vont changer le nom de leur parti pour s'appeler, non pas PASTEF, mais PACTEF pour les Comores, et puis pour d'autres également, ça sera la même chose. Bon, donc c'est un combat qui est à notre portée, et les jours à venir me donneront raison ou bien tort. Mais en tout cas, les jours à venir vont être des moments de combat, de résistance et d'adhésion à un combat mené par un homme pour la démocratie, pour les libertés, contre les injustices dans son pays. D'accord. Voilà. Et pour terminer, maître, pour ne pas trop vous retenir très longtemps, on va un peu parler de votre confrère Juan Branco, sur son arrestation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire quelque chose en quelques mots sur l'arrestation et la libération de maître Juan Branco? Bon, moi j'estime tout simplement que mon confrère devait se rendre au Sénégal une première fois. Lors de l'audience du tribunal correctionnel, il a été empêché d'entrer sur le territoire du Sénégal. Et puis deuxièmement, pour l'empêcher de ne pas revenir au Sénégal, on décerne à son encontre un mandat d'arrêt international. C'est une façon de porter atteinte à la défense. Vous voyez? Bon, lorsque M. Ousmane Sonko fait le choix de mettre Larifou, de mettre Branco et les autres confrères qui sont bien dans ce dossier, c'est un choix de M. Sonko. Il le fait en toute liberté. Porter atteinte à sa liberté de faire le choix sur Maître Branco, c'est porter atteinte à la défense. Vous voyez, il n'y a que M. Sonko qui peut bâtir, définir le profil de ceux qui doivent assurer la défense de ses intérêts. Il empêcher son avocat de venir le rendre visite, de venir le défendre, c'est une atteinte mais grave. Ça aussi, c'est une violation aux obligations internationales du Sénégal. C'est pas normal. Ce qui est arrivé à Maître Branco, c'est un mépris à notre profession, c'est un mépris à notre profession, c'est une attaque contre les avocats. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et c'est ce qui a renforcé encore notre conviction à défendre M. Sonko. Comment vous pouvez, monsieur, comprendre que la veille de son procès pour cette histoire de diffamation, un de ses avocats fasse l'objet d'une interdiction d'exercer, même provisoire, mais une interdiction, la veille, et que l'autre avocat qui est venu de France également soit empêché d'accéder sur le territoire du Sénégal, et que d'autres confrères également qui assurent la défense de M. Sonko fassent l'objet des procédures disciplinaires et d'autres des procédures judiciaires. C'est une façon de mettre en difficulté la défense de M. Sonko. C'est une façon de décimer la... Oui, maître. Donc, on était sur l'affaire Branco. Alors, je vous laisse terminer sur
Oui, donc je disais que ce qui est arrivé à mon confrère Branco est intolérable. Puisque c'est une façon... Est-ce que lui aussi, vous m'excusez, mais est-ce que lui aussi, la façon dont il est rentré sur le territoire sénégalais, vous jugez ça, vous jugez cet acte normal? Bon, je ne suis pas là pour juger mon confrère, je suis là pour exprimer ma solidarité à un confrère qui a été arrêté alors qu'il n'est pas venu au Sénégal comme touriste. Vous voyez? Il n'est pas venu au Sénégal comme touriste, il est passé par la Mauritanie ou bien je ne sais pas où, je ne sais même pas par où il est passé pour rentrer au Sénégal. Je pense que Branco aurait bien voulu rentrer au Sénégal, comme le font toutes personnes. Il a tenté de le faire une fois, on l'a empêché de rentrer. Et puis, bon, il a essayé de trouver un autre moyen légal pour entrer sur le territoire sénégalais. Bon, maintenant, ses propos, ou bien sa posture, ça peut plaire ou bien ne pas plaire, mais toujours est-il qu'il n'est pas venu au Sénégal pour passer du tourisme, il est venu défendre quelqu'un, son client.